Bonsoir à tous et bienvenue à ce numéro de l'entretien. Au Bénin, depuis plus d'une trentaine d'années, le secteur de l'élevage est économiquement rentable et caractérisé par une forte demande de ses produits de la part des populations. Ainsi, pour satisfaire le grand nombre de Béninois, l'une des stratégies utilisées par les éleveurs et fermiers dans nos villages est d'augmenter la taille de leur cheptel et d'intensifier leur production. Aujourd'hui, quels sont les impacts de l'élevage domestique sur l'économie villageoise? Comment réussit l'élevage traditionnel en milieu rural? Autant de questions auxquelles notre invité tentera d'apporter des éléments de réponse. Michel Babadjidé, médecin vétérinaire et fondateur de la Maison du Paysan, est l'invité de votre émission L'Entretien. Michel Babadjidé, bonsoir, merci d'accepter notre entretien. Bonsoir, M. Patrick. Plus besoin de le rappeler, le secteur agricole béninois occupe environ 70% de la population active et contribue pour environ 30% au PIB selon le ministère béninois de l'Agriculture. Quel est aujourd'hui l'apport du secteur de l'élevage à l'économie nationale? L'apport du secteur élevage à l'économie nationale est très grand, mais souvent on l'évalue environ entre 5 et 6%. Entre 5 et 6% parce que je me dis, tout ce qui est consommé dans les maisons, en famille, en cérémonie, tous ces éléments ne font pas objet de point général, quoi. Donc, nous admettons que ça fait 6, alors que moi, je peux toujours imaginer qu'on doit être en train de tourner entre 15 et 20%. Nous pouvons encore faire plus si on prenait plus l'élevage au sérieux, si on donnait plus d'occupation aux paysans, quoi. Je comprends. Est-ce que vous êtes certain que le secteur de l'élevage peut contribuer substantiellement à l'essor du développement de notre pays? Mais ça doit être, après l'agriculture, ça doit être le deuxième. Après l'agriculture, je vais dire la production végétale, ça doit être le deuxième secteur. Parce que elle est d'abord au centre de toutes les consommations. Elle est au centre de tous les besoins sous-régionaux. Et c'est des spéculations rentables, oui, qui occupent moins l'homme, quoi. Enfin, le nombre d'heures, jours qu'on lui accorde est moindre comme dans l'agriculture. Donc, on a encore une population agricole, une population analphabète, et on a des jeunes sans emploi. Il y a tellement d'opportunités pour ce secteur-là. Si les Béninois doivent saisir cette opportunité, quel type d'élevage est plus rentable pour les Béninois? Bon, nous allons voir l'élevage sous deux formes. Sous la forme moderne, ce que pratiquent ceux qui ont les gros moyens et ceux qui ont aussi ceux qui sont intellectuels. Et la deuxième forme d'élevage, c'est celle que pratiquent les populations rurales, analphabètes, qui est l'élevage traditionnel avec nos souches locales. Et les deux sont rentables si on met toute la technique qu'il faut. L'élevage dit moderne, des poules pondeuses, des poulets de chair, des lapins, des poules locales, des porcs, des chèvres, des bœufs, c'est des trucs qui sont rentables. Aucun élevage tous les élevages d'ailleurs sont rentables si on s'en occupe comme il faut. Parce qu'il suffit d'une seule erreur aussi pour qu'on puisse perdre, pour qu'on puisse gagner. Enfin, avec beaucoup de sérieux, on gagne beaucoup, mais avec un peu de légèreté, on perd tout. Et surtout l'étendue du territoire, l'ensemble du territoire national, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que les Béninois sont plus orientés vers l'élevage de la deuxième classe, la deuxième forme ou la première forme? Vous savez, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 70% des populations Exactement. Qui s'occupent de l'agriculture. Dans les 70%, à peine vous avez 5% qui pratiquent l'élevage moderne.
l'élevage moderne, quand je parle d'élevage moderne, je parle de l'élevage des pondeuses, l'élevage des poulets de chair, c'est à peine 5%. Tous les 95% de ces 70% s'occupent de l'élevage traditionnel, des moutons, des porcs, des poulets locaux, des pintades, des dindons, des lapins. C'est tous ceux-là qui sont au fait de potentiels producteurs, mais qui, par leur niveau économique, leurs conditions sociales, leur niveau intellectuel ou bien leur capacité d'apprendre, n'arrivent pas à donner le maximum d'eux-mêmes. Et ceux-là aussi, ils ont été confrontés à des questions de normes. Les universités n'enseignent pas les normes qui améliorent les élevages traditionnels. Vous savez, on nous a formés dans des systèmes européens où l'élevage est déjà modernisé, industrialisé. Donc, c'est ces formes, c'est ces connaissances-là qu'on nous donne. Et quand on donne ces connaissances aux élèves, aux techniciens, et qu'ils doivent encadrer, et dans leur vie pratique, ils doivent encadrer des gens qui ne sont pas dans l'élevage traditionnel. Du coup, ils deviennent même des fois c'est-à-dire des fossoyeurs, quoi. Parce qu'à un moment donné ici, dans les années 90-97, on disait quand le vétérinaire passe, tout trépasse. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, le fait de ne pas adapter et les besoins des élevages traditionnels aux connaissances des encadreurs n'a pas beaucoup favorisé cet élevage-là. Vous avez voulu cette adaptation, et c'est pour ça qu'en 1994, vous avez créé une technique traditionnelle pour booster et augmenter les rendements des petits exploitants. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, au fait, quand j'étais rentré de l'ancienne Union soviétique, où j'avais fait mes études en médecine vétérinaire, et je m'étais confronté, j'avais commencé par faire l'élevage avec les normes qu'on nous a enseignées là-bas, l'élevage traditionnel avec les normes qu'on nous a enseignées là-bas, et j'ai vu que j'avais des résultats renversés. On nous a dit 6 poules et un coq, j'ai installé 6 poules et un coq. Après 7 semaines, toutes les poules avaient couvé. Dès que la première poule a sorti les poussins, le coq s'est jeté sur tous les poussins, il les a tués dans la même journée. Les gens ont dit que c'était un sorcier, j'ai dit non. Et quand j'ai observé, la poule s'est mise à sa disposition. Et la deuxième poule qui a sorti les poussins, il ne lui a plus rien fait. Donc j'ai dit, bon alors, il lui a manqué de poules. Comme c'est dans les conditions traditionnelles, j'ai poussé le nombre de poules jusqu'à 15. Et depuis lors, tous les coqs se sentent tranquilles quand ils sont dans un groupe de poules comme ça. Donc, il fallait bousculer les normes académiques pour s'adapter à l'environnement local. Donc, c'est ce travail que j'ai fait avec les poulets locaux, avec les moutons, avec les olacos, avec les lapins, avec les porcs. Et j'ai créé la maison du paysan. Et j'ai fédéré toutes les espèces ensemble, et contre les prescriptions universitaires classiques, ça avait été tout un tollé. Les gens, ils m'ont traité de tout, mais je leur ai dit non. L'environnement européen n'est pas l'environnement africain. Exactement. En Europe, on a séparé les espèces depuis plus de 2 siècles. En Afrique, on n'a jamais séparé les espèces. Poulets, pintades, dindons, cabriches, et lapins, tous dorment pratiquement dans la même chambre que l'homme. Donc, ils ont les microflores communes. Donc, il n'y a pas de raison de les séparer. Ça devient un atout pour les mettre ensemble. Et quand ils sont ensemble, ils sont plus résistants que quand ils sont élevés individuellement. Donc, ça a été tout un problème avec l'université, avec le ministère. Et quand vous parlez de l'université, pourquoi avez-vous senti le besoin de retourner dans l'ancien temps pour proposer cette technique de l'élevage traditionnel, alors que la modernité était déjà là? Oui, mais si nos paysans, à 95% qui sont disponibles pour les élevages traditionnels, si on peut leur donner une opportunité de faire de l'élevage rentable à partir de nos souches locales, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Parce que l'économie se base sur ça. Et toutes les économies du monde, ça se tourne autour de la balance commerciale. Si elle est excédentaire, c'est que nous exportons beaucoup. Mais quand elle est déficitaire, c'est que nous consommons beaucoup. Si on pouvait proposer si chaque paysan pouvait atteindre l'autosuffisance alimentaire et proposer le surplus d'une bonne production aux autres, et à l'extérieur, on aurait peut-être inversé le sens des navigations maritimes dans ce sens-là. Donc, c'est ce travail que j'ai fait. Aujourd'hui, avec 10 poules du village, je peux sortir 300 poulets vivants en 6 mois.
Tu t'imagines? Expliquez-nous comment cela est possible. La norme africaine, d'abord pour ça, tous les paysans africains, y compris les Béninois avec 10 poules, ne font pas plus de 20-30 poulets par an. Et moi, j'ai sorti ça. Vous parlez des poules locales? Oui, avec 10 poules locales. Je peux sortir 300 poulets vivants en 6 mois. Par exemple, quand les poules... au temps de nos grands-parents, les poules pondaient jusqu'à 20 œufs. Aujourd'hui, elles s'arrêtent à 8. Bon, moi, j'ai amélioré les pondoirs. Et quand la poule veut couver 10 œufs, je la pousse à pondre 4 à 5 œufs. En plus, par la saillie dirigée. J'appelle le corps qui monte la poule. Et ça permet à la poule de changer de physiologie et de pondre 4 à 5 œufs en plus. Dès qu'elle est prête à couver, je lui donne jusqu'à 20 œufs à couver. 5 jours après, je fais le mirage, je sors les œufs non fécondés. Et quand 3 ou 4 poules font les poussins, je mets tous les poussins ensemble pour une seule mère et les autres, pour la mère la plus méchante. Et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Avec une bonne alimentation, un bon programme de prophylaxie que j'ai adapté aux conditions béninoises et après africaines, avec le concours de la production des protéines naturelles, c'est-à-dire protéines de production de termites, d'asticots, et facilement, on peut faire à partir de 10 poules locales 300 poulets vivants en 6 mois. Pour réussir ce pari, est-ce qu'il existe des techniques ou des équipements spécifiques pour réussir l'élevage que vous proposez, l'élevage traditionnel? Non, justement. C'est-à-dire tout ce qui est à côté de nous, dans l'environnement immédiat, sont proposés à partir du bois, à partir des bambous, à partir des bouteilles de posotomètre. Tout ça, on a on recycle, on interroge la nature. Voilà, on fait du recyclage. Et aussi, il y a des équipements dans le secteur, les mêmes équipements qu'on utilise pour les élevages dits modernes, parce que là encore, il y a des interrogations. On peut utiliser les mêmes choses ici. Mais au village, dans les villages profonds, on s'adapte à l'environnement, quoi. Et vous imaginez, je me dis, il y a du potentiel. Quoi. Chaque paysan qui est dans la pauvreté peut être un acteur potentiel pour le développement si on met à sa disposition ces techniques et que si on l'encadre simplement et que vous imaginez si chaque paysan peut apporter 100 poulets supplémentaires au produit intérieur brut, ça fait pour 1 million de paysans. On peut faire 200 milliards banalement. Exactement. Si 100 poulets supplémentaires, on n'a pas besoin de grand-chose pour atteindre ces résultats-là. Vous avez eu l'idée du concept La Maison du Paysan depuis 1994. Oui. Beaucoup d'années se sont écoulées. Ce concept est devenu un espoir pour le monde paysan. Oui. Et quand on vous interroge sur la question, êtes-vous satisfait du chemin parcouru? Qu'est-ce que vous allez répondre? Bon, vous savez, je suis plus que satisfait. Mais comme on le dit, tant qu'il reste quelque chose à faire, rien n'est fait encore. La maison du paysan est terminée. On a 700 mètres carrés, on peut commercialiser 2000 volailles, 1800 lapins, une centaine de porcs, une centaine de cabris, de 500 pigeons par an. Vous voyez, c'est important. Et je dis, si chaque paysan pouvait avoir ça, et on aurait atteint vraiment cette autosuffisance alimentaire toujours souhaitée. Et l'autre chose, et actuellement, on est en train de monter le village des paysans. Parce que la maison du paysan, c'est le sommet du traditionnel africain. Et au même moment, c'est le point de départ d'une marche vers la modernité à base de notre endogénéité. Donc, c'est cette marche que nous poursuivons au village des paysans, avec déjà la maison du paysan niveau 1. Et après, on va mettre le niveau 2, le niveau 3. Et tous ces éléments réunis, ça va constituer des modèles pour toutes les couches de la population qui veulent vraiment faire du sérieux, quoi. Vraiment faire du sérieux. Et on ira jusqu'à des maisons de paysans robotisées. Quand vous parlez de village de paysans, est-ce que ce sont des paysans qui épousent votre vision, qui vous rejoignent? Expliquez-nous davantage. Voilà. Le village des paysans, c'est sous 2 formes. Par exemple, aujourd'hui, quand je rentre dans un village, je rencontre les paysans, je leur dis que la pauvreté ne peut pas être villageoise.
Ils s'inquiètent, ils disent non, c'est pas possible. On s'assied et on commence le réveil agro-pastoral. En fait, j'ai créé ce mouvement que j'ai nommé le réveil agro-pastoral, où je leur explique comment l'histoire et les environnements éducatifs nous ont amenés à la pauvreté et au chômage. Et après, je leur parle de comment tirer profit de la nature, comment comprendre la nature pour tirer le maximum de profit. Pour ça, je leur enseigne comment Dieu a créé la nature, comment elle devrait fonctionner, comment on l'a utilisée, quels résultats on a eu, qu'est-ce qu'on veut et comment on doit faire. C'est au fait une déprogrammation et un reformatage que je leur fais. Et après, je leur propose des techniques d'élevage et d'agriculture nouvelle, rentable. Donc, et puis tout le monde me suit. Et là, vous voyez, les anciens villages peuvent devenir des villages de paysans. Vous voyez, maintenant, dans le concept maison du paysan, village du paysan, ça se passe sur 2 hectares. 2 hectares, il y aura plusieurs maisons de paysans, niveau 1, niveau 2, niveau 3, où déjà les choses seront informatisées, automatisées et robotisées. Quand on s'intéresse à cette initiative que vous proposez, pensez-vous que le Bénin peut devenir un grand pays producteur et exportateur de la viande de volaille à partir du concept de la maison du paysan? Je vous dis tout à l'heure que juste si on peut encadrer les paysans, si chacun proposait 100 poulets par an, on a 200 milliards d'apports. Mais si chaque paysan proposait 500, on est déjà à 1 milliard. Enfin, à 1000 milliards. À 1000 milliards pour la volaille locale, si l'unité est vendue à 2000 francs. Et ce qu'on va investir pour avoir ça, c'est l'investissement humain surtout, et puis un peu d'investissement, un peu d'apport technique et financier. Je vois. Et ça, tous les paysans sont disponibles. Et les techniques existent. Mais bizarrement, mon pays n'est pas, ne s'intéresse pas trop à ça. Nous allons revenir sur cette question. Oui. Je rappelle que vous êtes fermier, vous êtes éleveur, les deux se rejoignent. Vous êtes médecin vétérinaire, aussi consultant à l'international, consultant pour la FAO. Oui. En cette qualité, que gagne le Bénin à travers vous dans le domaine de l'élevage? Le Bénin gagne déjà le prestige qu'un Béninois va dans les autres pays et améliore les choses. Et quand je sors d'ici, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Togo, je vais au Gabon, au Congo, comment on appelle, au Cameroun. Et je sens que la vie renaît, la vie paysanne renaît. Quand un éleveur qui avait 18 poulets passe à 192, à 295 en 3 mois. Vous imaginez, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi aussi espérer pour le monde paysan. Mais quand vous êtes fier, vous espérez pour le monde paysan. Qu'est-ce que notre pays gagne en retour à travers vous? Ça va venir, je crois. C'est ce que j'avais dit au temps de Kérékou 2, j'avais dit la même chose, ça va venir. Il y a eu 1, il y a eu 2, et les cadres, ils ont tourné. Il est vrai qu'en ce moment, la SONAPRA avait fait un essai avec la maison du paysan dans 12 villages du Bénin. On est allé au nord, c'était l'apothéose, depuis, je continue de négocier, de leur faire comprendre. La pertinence. Avant, les gens disaient que c'était la sorcellerie, que c'était de la magie que je faisais. Mais l'INRAB a validé le concept en 2012. Vous imaginez, ils sont venus, le directeur de l'élevage, le directeur de l'INRAB, directeur scientifique, le docteur et le professeur Messan, tout le monde était venu. Et de 9h à 17h, j'ai soutenu scientifiquement tous les aspects de la maison du paysan. Après, ils ont validé depuis 2012. Et la tension a baissé entre ceux-là qui cherchaient à dénigrer le système. Ils n'ont plus rien à dire. Mais il faut maintenant que l'État prenne ça
en main pour le bonheur de nos populations rurales. Et quand j'imagine que des gens vont encore consommer des poulets congelés au fin fond du pays, je dis, il n'y a que les rivières qui coulent à l'envers, quoi. Et quand vous rêvez pour le bonheur du monde paysan, combien de fermiers éleveurs ont déjà expérimenté cette initiative que vous proposez? Ils sont, au fait, voilà. Et j'ai eu beaucoup de chance avec les organismes internationaux, même au Bénin. Vous voyez, par exemple, là, je suis un consultant de la GIZ. Il y a un projet qu'ils appellent Un seul monde sans fin. Ils sont venus avant qu'ils ne s'installent. Ils ont fait une compétition entre tous les innovateurs. J'ai été premier sur la volaille locale. Donc, je suis leur consultant. On a formé déjà 1600 éleveurs dans Agbanizon, Zakota, et Zobodomé et puis Boïgon. Et cette année, on va former à Didja, on va former à Savalou et puis à Wenchi. Et j'ai aussi, je suis sorti encore d'une compétition avec Helvetas, Helvetas Suisse, oui. Et j'ai l'exclusivité avec eux parce qu'ils ont fait une étude sur tous ceux qui peuvent apporter, ceux qui peuvent avoir des résultats dans ce domaine. Et j'ai été premier aussi. Donc, je suis en exclusivité avec eux depuis 2017. On a formé déjà plus de 2800 et quelques. Moi-même, j'ai créé cette logique de formation les derniers week-ends du mois. Et beaucoup de parents m'envoient leurs enfants maintenant pour former. Je m'occupe de ça, mais je pouvais faire mieux. Si les gouvernants... si les gouvernants prennent ça au sérieux, quoi. Et quelles réformes les gouvernants doivent-ils engager afin de mieux tirer profit de l'élevage traditionnel, en quelques mots? Non, bon, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a qu'à décider que chaque paysan améliore sa productivité en matière d'élevage traditionnel amélioré. Il y a aussi que on doit s'asseoir, quoi, et décider de faire du sérieux, quoi. C'est-à-dire de décider de faire du sérieux, quoi. Parce que quand vous faites, quand vous menez une action et que vous dites après qu'on a échoué, ça ne veut rien dire, quoi. Il ne fallait pas échouer. Donc, il y a tellement de bonnes choses qu'on peut faire et réussir. Mais bizarrement, il y a des contournements dans le secteur qui ne permettent pas et aux innovations, aux innovateurs d'apporter leur contribution au développement national. Quand je vous dis ça, c'est parce que moi, je n'ai plus peur de rien, quoi. J'ai tout vu au point où je me dis, avec ou sans le Bénin, moi je vais le faire, quoi. C'est-à-dire beaucoup pensent, et vous ne pouvez pas comprendre ce que je ressens, quoi. Ce que je ressens quand ce sont les autres pays qui bénéficient de ça. Je dis, avec 10 poules, on sort 300 poulets vivants en 6 mois. Le paysan peut sortir 300 poulets vivants en 6 mois, alors que la norme africaine, c'est 20 à 30 poulets par an pour le paysan qui a 10. Donc, vous voyez, donc on a dépassé de très loin les limites, quoi. Mais quand vous allez aujourd'hui à Bokoumbe, à Kobli, à Materi, à Tangueta, à Kwandé, à Peonko, à Kero, et dernièrement pour Helvetas encore, à Wake, à Djougou et puis à Basila, Kopargo, vous sentez que vous avez des poules qui se promènent avec 40%, 50%. Vous imaginez, et à côté, il y a les poules il y a les poulets locaux du système national qui se promènent avec 4-5%. Vous voyez donc qu'il y a un problème qu'il faut régler. Mais je pense qu'avec tous les contacts, avec tous les entretiens que je suis en train d'avoir, quelque chose peut changer. Et que le président de la République comprenne qu'il y a ça, il y a cette innovation. Il avait promis, comment on appelle, de faire de l'excellence une priorité. Une priorité. Et bon, nous... Elle est toujours de mise. Elle est toujours de mise, mais ça fait déjà 5 ans qu'ils viennent de passer. Et je suis là toujours à vouloir donner
de moi-même à mon pays, quoi. Et pour donner de ce que vous savez faire aux populations béninoises, que proposez-vous aujourd'hui à tous les jeunes qui veulent s'investir dans le domaine de l'élevage? Et je vais leur dire d'abord qu'au lieu de spécifier l'élevage, on va leur parler de l'agro-pastoral. Il n'y a rien qui dépasse la terre. Il n'y a aucune usine sur la terre qui dépasse la terre elle-même. Donc je dis, au lieu qu'on nous fasse perdre du temps pour aller à l'université 4 ans après, je m'amuse à dire 6 ans au cours primaire, il aurait pu produire 3 tonnes de maïs, il n'a pas fait, il a mangé. Au cours secondaire, 7 ans, il aurait pu produire 7 tonnes. À l'université, 4 ans, il aurait pu produire 10 tonnes de maïs. Il n'a pas produit, il a mangé. Ça fait 20 tonnes qu'il doit à l'économie du village, quoi. Et quand vous voyez une terre et un noyau de mangue que vous mettez à la terre, c'est 1000 mangues par an. Vous voyez? Donc, il n'y a aucune usine. Il suffit qu'ils prennent la décision, qu'ils se fassent bien former, bien encadrer. Le financement viendra. Le financement viendra parce que le monde a commencé par un mâle et une femelle, et on est plus de 7 milliards aujourd'hui. Moi, c'est l'option que j'ai prise. Je me suis dit, le fer qui veut changer de nom doit passer par la forge, et on doit le chauffer, le bastonner pour qu'il prenne un nom. Donc, chaque jeune doit comprendre qu'ils doivent arracher un nom. Un nom, ils doivent porter un nom, ils doivent quitter le mot de ferraille, quoi, pour porter un nom. Et pour ça, ils doivent aller à la forge, ils doivent se faire former. Pour être fermier, il faut l'intelligence fermière. L'intelligence académique, c'est à part. Donc, il faut qu'ils viennent se faire former à l'intelligence fermière, encadrer, rentrer dans cette discipline fermière où -1, ça donne 0. Donc, il faut être vraiment... C'est pas pour les cons, quoi. L'élevage, c'est pour les intelligents. Michel Babadjidé, oui. On vous aura compris, chers téléspectateurs. L'élevage traditionnel est sans doute un atout pour la sécurité alimentaire des paysans. L'initiative de la Maison du Paysan apparaît comme une thérapie, non seulement contre les zones rurales, la pauvreté, le chômage dans nos villages, mais aussi pour aider nos paysans à mieux rentabiliser l'élevage paysan et ou familial. Michel Babadjidé, merci d'être passé sur notre plateau. Oui. Chers téléspectateurs, merci aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.